Juste avant le toast, j'ai vu ma belle-fille verser quelque chose dans ma coupe. C'est une image qui revient parfois, au milieu de la nuit. Une main glissant un petit flacon brillant au bord d'une coupe, marquée de mon bracelet. Le salon applaudit, les bulles montent, ma fille elle rit, et au moment où la lumière d'une guirlande accroche le verre, j'ai compris que ce n'était pas une maladresse. J'ai senti cette intuition froide qui, après 70 ans de décision, remplace la surprise par le calcul. À 70 ans, je croyais avoir tout prévu. J'avais tort. Je ne veux pas d'un spectacle. Ce n'était pas un film. C'était ma fête de retraite, ma vie rassemblée en une soirée. Amis, anciens associés, Juan, mon fils, souriant, et Adriana, sa femme, parfaite sur scène. Trop parfaite peut-être. J'avais vendu mon entreprise quelques mois plus tôt. L'argent m'avait donné la liberté que je n'avais jamais eue, mais il avait aussi fait remonter des courants que je croyais apaisés. La retraite devait être une célébration de tout ce que j'avais bâti. Au lieu de ça, elle a dévoilé ce que l'on cache derrière les toasts. Je me suis approchée comme on approche une pièce rare sur une étagère, doucement, pour ne pas déclencher l'alarme. J'ai regardé la coupe. Elle portait mon bracelet attaché à l'anse, un signe que c'était la mienne. Adriana a souri et, de sa main impeccable, a versé le contenu du flacon. Très discret, très rapide, un geste presque cérémoniel. Personne n'a remarqué. Je n'ai pas crié. J'ai évalué. J'ai pris ma coupe et, sous le prétexte d'un échange convivial, j'ai fait le geste le plus froid de la soirée. J'ai glissé ma coupe vers Carmen, la mère d'Adriana. Carmen portait un châle bleu. Elle était assise près de moi, et j'ai pensé qu'un petit échange de verres ne troublerait personne. Aucun geste spectaculaire, juste une manœuvre subtile, un acte de précaution. Si j'avais exposé Adriana sur le champ, elle aurait prétendu confusion, maladresse, rien de plus. Ici, en changeant les coupes, j'ai protégé une preuve potentielle, et, je l'avoue, j'ai mis à l'abri, au moins temporairement, ma propre vie. Carmen a porté la coupe à ses lèvres comme on prend une bénédiction. Elle s'est adressée à moi avec affection. Le toast a été prononcé. J'ai souri, j'ai répondu aux applaudissements, en rentrant la scène comme au rabat à Carapluie. Quelques minutes plus tard, Carmen s'est effondrée. On dit que le monde ralentit quand quelque chose de grave arrive. Pour moi, il s'est accéléré. Les voisins ont appelé les secours. Juan était déjà au chevet, paniqué. Adriana, blanche comme si elle avait bu de l'eau glacée, répétait qu'elle ne comprenait pas. Les visages s'émêlaient. Et moi, j'étais étrangement claire. J'ai senti chaque seconde comme un coup de vent qui éloigne les feuilles avant de laisser place à la vérité. À l'hôpital, après les premiers soins, les médecins ont parlé d'un empoisonnement suspect. Ils ont utilisé des mots prudents et des formules cliniques. Je ne suis pas médecin, mais j'ai saisi l'essentiel. Le liquide, dans la bouteille, et le verre contenaient la même trace d'un extrait végétal toxique. Ils ont mentionné un nom, Adelpha, par souci de description, pas d'expertise. Je n'ai pas besoin de savoir exactement comment cela agit pour comprendre l'intention. La police est venue. Les questions étaient précises, polies et implacables. J'ai répondu calmement, parce que je pouvais. J'ai expliqué la scène. J'ai parlé du flacon, de la coupe marquée, de l'échange discret. Je leur ai dit ce que j'avais vu et tout ce que je n'avais pas vu. Dire moins que ce que je savais aurait été dangereux. Dire davantage aurait été téméraire. À ce stade, la vérité se tient dans les détails. Des détails comme un bracelet, une montre, un flacon, une bouteille encore pleine sur la table. La toxicologie a relié l'extrait à la bouteille ouverte. C'est ce lien qui a transformé les soupçons en une enquête. Sans cette connexion, on invoque le malheur. Avec elle, on a un fil à tirer. Je l'ai bien compris. Et j'ai compris aussi que la police n'était pas ma stratégie principale. Elle est nécessaire, indispensable, mais lente. Si j'attendais simplement que l'État fasse son travail, il y avait des risques. Ceux qui sont invisibles au début. Dérobade de preuves, pression, mensonges organisés. J'ai décidé d'agir en parallèle, dans les règles, avec des armes que je connaissais mieux que la plupart. Le droit, l'observation et la prévoyance. Avant la fête, j'avais pris soin de confier mes documents essentiels à Alejandro, mon avocat. Je l'ai appelé de la salle d'attente de l'hôpital. Nous avons parlé d'abord comme deux professionnels qui se retrouvent face à une crise. Voie mesurée, plan en bifurcation. Alejandro m'a conseillé de laisser la police faire son travail, mais il a aussi reconnu la nécessité d'une protection immédiate de mes biens et de mes intérêts. Il a parlé de trust, de testament révisé et d'un mandat de protection. Ces expressions qui sonnent techniques, mais qui en réalité servent à une chose simple, mettre mes affaires à l'abri.
Je ne veux pas entrer dans des détails juridiques compliqués, mais pour que ce soit clair, un trust ou fiducie est un mécanisme qui permet de confier la gestion de certains biens à une personne ou une entité de confiance, selon des règles précises. Ce n'est pas une manœuvre pour se soustraire à des devoirs, c'est une façon ordonnée de dire qui peut faire quoi et dans quelles circonstances. J'ai demandé à Alejandro d'initier ces protections immédiatement, pas pour fuir mes responsabilités familiales, mais pour éviter que ma succession ne soit manipulée par des intentions douteuses. En parallèle, j'ai engagé Gabriela, une enquêtrice privée que l'on m'avait recommandée. Gabriela a un sens du détail qui me rappelle mes années au bureau. Elle voit les chiffres comme des empreintes et les transactions comme des conversations. Elle s'est mise au travail sans bruit. En quelques jours, elle a dressé un tableau qui confirmait mes pires craintes. Dettes importantes, à hauteur de ce que je pensais être impensable, une police d'assurance vie à bénéfice d'Adriana et des paiements réguliers à un certain docteur Eduardo Salazar. Le docteur Salazar est un psychiatre gériatrique dont le rôle, d'après ce que j'ai pu comprendre, était de témoigner en faveur de vulnérabilité dans des cas familiaux. On ne peut pas dire qu'il soit coupable, il peut être simplement, ou malheureusement, l'une des pièces du puzzle. Gabriela a trouvé des transactions bancaires reliant Adriana à des paiements vers ce médecin, des dates qui coïncidaient étrangement avec des démarches de tutelle ou de mise sous protection dans d'autres dossiers. Encore une fois, cela n'est pas une condamnation, c'est un motif pour approfondir. Je l'ai dit à Juan, face à face, dans un bureau que j'avais loué pour l'occasion. « Je ne veux pas te perdre, Juan. Je veux comprendre. » Il a baissé les yeux. Il n'a pas crié. Il a essayé d'expliquer la pression des dettes, la honte d'un homme qui ne sait pas comment demander de l'aide. Il m'a dit qu'il avait accepté des avances, des prêts, des promesses. J'ai entendu la vérité et l'aveu à la fois. Mais entendre n'est pas pardonner. Je suis sa mère. J'ai aimé ses erreurs et ses réussites. Je suis aussi quelqu'un qui a appris à ne pas confondre amour et imprudence. Ce que Gabriela a mis au jour était clair en soi. Les flux d'argent, la transaction d'une police d'assurance, des comptes récemment vidés. Ils formaient un motif plausible. Motif financier, mobile classique, et pourtant toujours déconcertant quand il se présente au milieu d'un repas de famille. J'ai compris que je faisais face non seulement à une tentative de nuire, mais à une stratégie planifiée. Cela demandait une réponse mesurée, rigoureuse, sans l'odeur de vengeance. J'ai organisé des mesures de sécurité discrètes. Caméras installées dans des zones communes, toujours dans le respect de la loi. C'est important. Je ne suis pas une justicière hors cadre. Les enregistrements devaient être admissibles devant une autorité. Alejandro a supervisé la légalité de chaque dispositif. On ne peut pas, dans notre système, produire une preuve obtenue illégalement et compter sur la sanction. On doit assembler un dossier propre, chaque pièce cadrée avec un souci de validité. Je me suis aussi entourée de protection personnelle. Un système d'alerte, des voisins avertis, quelques amis de confiance prêts à venir si je les appelais. À 70 ans, on peut être radicalement indépendante et pourtant vulnérable. J'ai choisi de combiner ces deux réalités. Autonomie protégée. Il faut que je dise une chose claire. Je n'ai pas imaginé piéger ma famille comme on tend un filet à des oiseaux. Mon but n'a jamais été d'humilier, de briser irréparablement des liens. J'ai agi en défense d'une vie et d'une dignité. La ligne était ténue. Je l'ai franchie avec le souci constant de rester dans le cadre légal. C'est une nuance que je tiens à préserver, parce qu'elle explique mon état d'esprit. Pas de rage, juste du pragmatisme. Le plan qui s'est dessiné tenait sur 2 piliers. Sécuriser immédiatement mes biens et créer une situation où la vérité, si elle existait, serait impossible à nier. Pour le premier point, Alejandro a poussé la révision des documents. Mise à jour du testament, création d'un trust temporaire pour protéger certains avoirs liquides, consignation de documents bancaires sous scellés. Pour le second point, il s'agissait de rassembler des preuves qui tiendraient devant une enquête. Analyse, témoignages, enregistrement et, si nécessaire, une mise en scène contrôlée qui forcerait les complices à se trahir. Nous avons mis en place une fausse piste contrôlée, l'apparence d'un retrait imminent de fonds, visible pour ceux qui regardaient de l'extérieur, juste assez pour faire monter l'appétit de quelqu'un qui espérait profiter d'un mouvement. Rien d'illégal. Des simulations, des annonces administratives, des échanges écrits qui ne donnent aucun pouvoir réel sans mon accord légal. Alejandro veillait à ce que tout soit documenté, traçable et surtout illusoire pour quiconque tenterait une opération. Gabriela, de son côté, a continué la surveillance discrète. Elle a trouvé des messages. Pas encore des aveux, mais des conversations qui montrent des échanges de montants, des hésitations, des promesses. Ces messages n'étaient pas irréfutables, mais couplés à la preuve toxicologique, ils commençaient à ressembler à un faisceau convergent. Chaque nouvelle pièce apportait de la densité à l'inquiétude que j'avais perçue sous le sourire d'Adriana.
J'ai aussi pris le temps de parler à Carmen. Elle était abasourdie, honteuse, prostrée. Ce qui m'a le plus surprise, c'est sa réaction. Elle ne m'a pas accusée. Elle était désemparée par les actes de sa fille et par la douleur d'avoir servi de victime à un geste qu'elle n'avait pas prémédité. Carmen est devenue mon alliée, non pas parce qu'elle se liait à moi par intérêt, mais parce que dans sa douleur, elle a vu la même volonté de protéger la vérité. Nous avons partagé des silences lourds, quelques cafés tièdes et des souvenirs anciens qui, étrangement, ont unifié davantage qu'ils n'ont séparé. La colère existe, bien sûr, elle se niche à l'intérieur comme une braise, mais je la canalisais en précision. On ne gagne rien à laisser la colère guider les mains, on perd tout, surtout la crédibilité. Alors j'ai appris, en quelques jours, à transformer l'indignation en ingénierie. Cela m'a rappelé mon entreprise. Quand un concurrent cherche à vous abattre, on ne le chasse pas avec cris et bottes. On réajuste la stratégie, on consolide les actifs, on présente un dossier solide. Un soir, Gabriella est arrivée avec un dossier que j'attendais et que je redoutais. Elle avait récupéré des relevés, des transferts vers des comptes à l'étranger, des signatures sur une police d'assurance vie au profit d'Adriana, des dates qui coïncidaient avec des démarches administratives où l'on tentait d'installer une tutelle. Elle a disposé les papiers sur la table comme on aligne des cartes d'un jeu, et j'ai regardé chaque ligne en silence. Chaque chiffre avait l'éclat froid d'une explication. « Ce n'est pas une preuve finale », m'a dit Gabriella, « mais si on croise ça avec la toxicologie et les témoignages, on a quelque chose de solide. » J'ai hoché la tête. Ce que nous allions faire ensuite devait être mesuré. J'ai préparé une invitation, une réunion à la maison, apparemment pour parler de l'installation en résidence avec assistance, une proposition que j'ai eu l'air de considérer. Je n'allais pas signer ma vie, je voulais voir qui pousserait. J'ai demandé à Alejandro de préparer des documents à vérifier, des formulaires de consentement que je garderais scellés et de notifier la police que je prévoyais une rencontre. Il a apprécié la prudence. Nous avons installé des caméras dans le salon et dans l'entrée, dans les zones communes. Elles étaient légales, visibles et indiquées par des panneaux discrets pour éviter toute contestation future sur leur légitimité. Les enregistrements seraient fournis aux autorités si nécessaire. Ce n'est pas un piège sournois, c'était une mise en lumière préparée. J'ai demandé à Valeria de rester à proximité. Valeria est ma petite fille, une jeune femme calme, elle est celle que je veux protéger et instruire. Elle m'a dit avec une voix tremblée, « Abou, je veux être là, je ne veux pas que ça recommence. » Je l'ai serré contre moi, et j'ai ressenti que la transmission de ma force à la jeune génération était aussi importante que toute victoire juridique. La date de la réunion est devenue un point sur le calendrier que je regardais comme on observe un orage lointain. J'ai senti l'ombre d'une conclusion possible, mais je n'ai pas voulu l'anticiper. Les pièges doivent être tendus et non exposés. La nuit précédant l'apparition de Juan et d'Adriana à la maison, je n'ai pas dormi beaucoup, mais je n'ai non plus cédé à la panique. J'ai relu les documents qu'Alejandro avait placés sous mon oreiller métaphorique, la liste des biens du trust, les clauses de protection, la notice d'alerte pour la police. Et j'ai repensé au flacon, petit, presque anodin, brillant, un détail matériel qui a presque coûté la vie. J'ai visualisé la scène encore et encore, comme un directeur qui répète un plan de tournage jusqu'à l'obtention du meilleur angle. La coupe marquée, le bracelet, la main d'Adriana, son sourire. Tout cela me suivait, mais à présent, c'était une corde sur laquelle je marchais avec maîtrise. Le matin de la réunion, Gabriella m'a appelé à l'aube pour me dire qu'elle avait trouvé une information supplémentaire. Un message envoyé d'un téléphone du couple sur un moment précis où la volonté de procéder était évoquée. Le message était ambigu, mais en croisant les dates et les transferts, il prenait du sens. Alejandro m'a suggéré de ne pas bouger ces pièces numériques. Il voulait que tout soit disponible pour la police. J'ai donc tout conservé, rangé dans des fichiers sécurisés, prêts à être déposés. J'ai enfilé une robe simple pour la journée. Ce choix n'était pas anodin. Il marque la normalité, le refus de dramatiser ce qui avait eu lieu. On m'a appris à marcher avec dignité, et c'est ce qu'il y avait de plus menaçant pour ceux qui espèrent profiter de nos faiblesses. Quand Juan et Adriana sont arrivés, la table était mise, les documents sur la table et la caméra bien visible. Une présence muette, mais évidente. Ils ont souri d'abord. Adriana a tenté une posture de contrôle et a dit très doucement « Maman, je suis tellement désolée pour ce qui est arrivé à ma mère. On veut t'aider. » Sa voix était mielleuse. Sa main a effleuré la table comme pour vérifier la température des accords. Je les ai regardés et j'ai senti que la partie qui suivait serait une épreuve de regard. Les mots parfois ne disent rien, ce sont les silences qui dévoilent. Je n'ai pas encore raconté la suite. Je m'arrête ici, au seuil de la réunion, parce que c'est le moment où tout bascule souvent. Le calme avant la révélation ou la tempête. Mais si vous êtes avec moi jusque-là, dites-moi d'où vous regardez. Si ces récits vous intéressent,
abonnez-vous et laissez un like, cela m'aide à poursuivre et à partager ce qui est utile à d'autres. Je me suis assise, j'ai posé ma main sur les documents et j'ai respiré profondément. La caméra a tourné. Les visages ont voulu jouer la compassion. Les pièces du dossier étaient prêtes. Et au-dessus de tout cela, dans le silence lourd de la cuisine, la bouteille sur la table attendait d'être regardée de plus près. La bouteille sur la table attendait d'être regardée de plus près. Je l'ai saisie, sans geste brusque, et je l'ai posée devant moi. Avant de signer quoi que ce soit, je voudrais que l'on vérifie ces papiers, ai-je dit d'une voix neutre. Ma main enveloppait le verre comme si c'était un objet fragile. En réalité, c'était une pièce à conviction. Adriana a posé sa main sur la table, non loin de la caméra visible. Son sourire avait quelque chose de trop calculé pour être sincère. « Maman, tu es tellement émotive » a-t-elle murmuré pour la galerie. Juan a regardé ailleurs, ses doigts jouant nerveusement avec les coins d'une serviette. J'ai senti la colère vouloir monter, mais j'ai doucement repris le contrôle. Je préfère la clarté à la bonne volonté d'instant. C'est alors que la sonnette de la maison a retenti. Alejandro et la détective Ana Guzman sont entrés, calmes, assortis d'une présence qui ne se prête pas aux mises en scène familiales. Gabriela s'est tenue dans l'ombre, ses yeux braqués sur le couple comme sur des chiffres suspectés de fraude. J'ai indiqué la bouteille et Anna s'est approchée avec une douceur professionnelle. Elle a pris la bouteille, a examiné l'étiquette, a noté un code et, d'un geste précis, elle a dit « Nous allons en garder la garde ». La plaque tournante de la salle s'est transformée en tribunal improvisé. L'air, que l'on croyait chargé seulement de la vapeur d'un café refroidi, s'est rempli d'une gravité que je connaissais bien, celle des réunions de conseil où l'on scelle des décisions qui changent des vies. Alejandro a expliqué, calmement et sans excès théâtral, ce que nous savions. Toxicologie reliant l'extrait végétal trouvé dans le verre à une substance identifiée dans la bouteille, transfert bancaire douteux, police d'assurance vie rédigée récemment au bénéfice d'Adriana. Il a ajouté que la police apporterait plus tard des documents officiels et qu'il fallait rester sur le terrain factuel. Adriana a perdu sa couleur. Elle a tenté d'articuler quelque chose à propos d'un malentendu, d'un flacon laissé par erreur par une amie pour traiter des migraines, d'un geste qui n'était que de la maladresse. Sa voix tremblait malgré ses efforts pour jouer la comédie. Juan a enfin relevé la tête. Ses yeux étaient humides, non pas tant de colère que de défaite. Je n'ai pas crié. J'ai gardé la mesure qui, j'en étais convaincue, nous servirait plus que toute explosion de colère. Anna a posé une main sur l'épaule d'Adriana, doucement, comme pour la calmer. Elle a expliqué les droits, que chacun aura le temps d'être entendu, que les procédures allaient suivre leur cours. Puis elle a dit une phrase simple, mais lourde. Nous procédons à une interpellation. Les mots ont un poids qui n'appartiennent ni à la scène familiale ni à l'intimité. Ils appartiennent à la légalité, et leur portée est immédiate. Adriana a été conduite à l'extérieur, des voisins curieux observant la scène derrière des rideaux tirés. Juan est resté, hébété. La plupart des témoins n'ont pas compris au-delà de la surface. Un drame de famille, une arrestation. Mais moi, je voyais les fils qu'on tirait derrière la scène, les relevés bancaires, les messages, la police d'assurance, les paiements au docteur Salazar. Ces éléments, mis bout à bout, formaient une trame que la justice devait démêler. À l'hôpital, Carmen finissait sa convalescence. Elle était somnolente, fatiguée, mais stable. Les médecins avaient fait leur travail. La toxicologie avait été envoyée à un laboratoire habilité. Et le résultat, la concordance entre le contenu du verre et la bouteille, avait suffi à lancer la procédure. On n'était pas encore au verdict. On était, heureusement, au commencement d'un chemin vers la vérité. Les jours qui ont suivi n'ont pas ressemblé aux journées calmes que j'avais imaginées après la vente de mon entreprise. Elles ont été pleines de formalités, d'attentes, de rencontres avec des officiers, d'échanges avec Alejandro. Mais il y avait aussi des moments qui me rappelaient que la vie continue. Des appels de vieux amis, des bouquets déposés par des voisins, ce petit rituel du matin où Valéria venait me voir avant d'aller travailler. Sa présence était une encre. Elle posait sa tasse sur la table et parlait de choses simples, comme si nous avions décidé, chacun à notre manière, que tout ne pourrait pas être réduit à un seul événement. Les procédures ont suivi un cours que je connaissais mal, mais que j'ai appris à respecter. Adriana a été mise en garde à vue, interrogée, des pièces ont été saisies, Juan a été entendu comme témoin, puis comme personne susceptible d'être mise en cause. Alejandro m'a conseillé de garder la plume légère en public, ne pas alimenter le récit des médias, ne pas laisser l'émotion dicter mes déclarations. Nous avons déposé une requête pour mettre plusieurs comptes sous surveillance et pour demander au tribunal la suspension temporaire de la police d'assurance en attendant l'enquête. C'était une démarche prudente, des verrous légaux pour empêcher la dissipation des actifs.
Je veux préciser une chose à ce point. Dire que j'ai agi n'est pas vanter la ruse. Être préparé juridiquement est à mon sens un acte de responsabilité. J'aurais pu céder à la rancœur et râler en privé, mais j'ai choisi de transformer ma colère en protection rationnelle, non pour punir, mais pour sauvegarder ma dignité et éviter que d'autres ne subissent une injustice pareille. Il y a une différence entre justice et vengeance, et c'est une différence que je suis décidée à respecter. Le dossier financier a livré des détails qui m'ont glacée. Gabriella a trouvé des virements aguliers, des comptes intermédiaires destinés à brouiller les pistes, et surtout la police d'assurance souscrite peu de temps avant la fête. C'était la confirmation du mobile. Profiter d'un événement, d'un moment de faiblesse pour accélérer un gain. Le mobile n'excuse rien, mais il explique une logique froide. Derrière ce qui en apparence ressemble au chaos des dettes et des détours, il y avait une intention calculée. Le nom du docteur Eduardo Salazar est revenu à plusieurs reprises. Les paiements versés à son cabinet n'étaient pas une preuve en soi d'un complot, ils étaient en revanche un indice suffisant pour que la police le convoque comme témoin. Il a expliqué ses fonctions, il disait aider des familles à évaluer la capacité décisionnelle de personnes âgées. Son rôle peut être légitime, et il l'était parfois. Mais lorsqu'on observe des paiements qui coïncident avec des démarches visant à obtenir un pouvoir de tutelle ou des signatures favorables, la coïncidence devient suspecte. Anna a demandé que l'on examine ces liens. L'enquête devait établir si des manœuvres frauduleuses avaient été organisées en amont. Joanne a été le cas le plus douloureux. Il n'y a rien qui blesse plus qu'un enfant qui trahit sans avoir su mesurer les conséquences. Nous avons parlé, longuement. Il m'a raconté la spirale des dettes, des prêts contractés pour maintenir un niveau de vie qui, petit à petit, avait dépassé ses revenus, des appels de personnes peu scrupuleuses, l'envie d'éviter la honte. Je l'ai écouté. Ce n'est pas que j'ai trouvé ces raisons acceptables, c'est que j'ai compris la mécanique humaine, la peur, la honte, l'espérance d'une solution facile. Je l'ai étreint, non pour l'excuser, mais pour le réveiller. Il devait répondre devant la justice à certaines questions. Il devait aussi répondre, en son temps, à l'essentiel, qui voulait être désormais. La presse a fini par s'intéresser au dossier. Nous n'avons pas pu l'éviter. J'ai demandé à Alejandro de limiter mes déclarations. Pas de commentaires à chaud, pas de théâtralité. L'affaire a pris des proportions que ni moi ni ma famille n'avions anticipées. Mais au cœur de tout cela, il y avait une chose qui ne changerait pas, la présence de Carmen, qui se remettait progressivement. Elle m'a remercié, parfois d'un regard, parfois par des gestes simples. Nous avons partagé des heures de silence qui, pour moi, valaient tous les discours. L'une des batailles juridiques qui s'est imposée rapidement concernait l'assurance vie. Les assureurs, alertés par les éléments fournis, ont ouvert leur propre vérification. Alejandro m'a expliqué que la mise en cause d'une police d'assurance implique des procédures particulières, que l'on doit prouver la fraude par des éléments matériels et circonstanciels. Ce n'est pas instantané. Mais la simple ouverture d'une enquête permet parfois de bloquer des versements et d'éviter la dispersion d'actifs. C'était suffisant pour le moment. Je me rappelle encore du jour où j'ai revu Gabriella, assise face à moi, son dossier étalé. Ils ont trouvé un échange où on parle de « passer à l'action », m'a-t-elle dit. Ces mots étaient brutaux dans leur simplicité. Gabriella avait aussi repris des copies de messages où l'on évoquait la nécessité d'accélérer des processus, la mise en scène d'un malaise, la promesse d'un gain. Mis bout à bout, ces indices donnaient à l'enquête un souffle plus clair. Au fil des audiences préliminaires, des témoignages se sont ajoutés, des pièces ont été scellées. La justice a un rythme qui peut paraître lent et laborieux quand on est dans le feu du dossier, mais il est aussi proche d'un instrument de précision. Les enquêteurs ont prouvé la concordance entre la substance du flacon, le contenu du verre et la bouteille. Les correspondances bancaires et les preuves numériques ont fourni un faisceau probant. Adriana a été mise en examen pour tentative d'empoisonnement, Joanne a été entendue, et il a fait face aux conséquences de ses actes ou de ses complicités. Je n'entrerai pas dans la description des audiences. Elles sont longues et parfois cruelles. Mais nous avons vu des avancées. Des mesures de protection ont été prises, la police d'assurance a été gelée et certaines transactions ont été interrompues. Pendant toute cette période, j'ai renforcé les protections de mon patrimoine. Alejandro a finalisé la création du trust temporaire, mis en place des clauses de protection spécifiques pour mes avoirs liquides, révisé le testament afin d'éviter toute vulnérabilité exploitable. Ce sont des mots techniques, mais ils signifient ceci. Par des outils légaux, j'ai réduit les possibilités d'un accaparement frauduleux. Rien de spectaculaire, juste de la prudence. Je recommande toujours à qui m'écoute, consulter des professionnels, ne pas agir seul, et documenter chaque démarche. La presse a rapporté l'arrestation, et quelques journaux ont tenté de dramatiser l'histoire comme une tragédie familiale.
J'ai refusé de participer à ce jeu. J'ai expliqué, par l'intermédiaire d'Alejandro, que la douleur première reste la santé et la vie des personnes concernées. Carmen d'abord, puis la famille. La justice devait suivre son cours, et je voulais que chaque étape soit guidée par les faits, non par le sensationnalisme. Il y a un moment, au milieu de cette tempête, où la vie m'a rappelé sa douceur. Valeria est venue un matin avec un carnet de croquis. Elle s'est assise à côté de moi, m'a tendu une feuille où elle avait dessiné le jardin, nos mains, et un rosier ancien que j'avais planté il y a des décennies. « Abou, m'a-t-elle chuchoté, tu as semé des choses qui poussent encore. » J'ai pleuré sans bruit. Ces larmes n'étaient pas uniquement la conséquence de la trahison. Elles venaient aussi de la reconnaissance que mes efforts n'avaient pas été vains. J'avais bâti une vie, et cette vie méritait d'être protégée. Quant à Carmen, elle est devenue une alliée discrète. Sa douleur s'est mue en force tranquille. Elle m'apportait des tasses de thé, se souvenait d'anecdotes de jeunesse, et disait parfois « Nous avons survécu à tant de choses, nous survivrons à cela aussi. » Ces mots, simples, ont été un baume. J'ai compris que la vraie victoire ne réside pas dans la défaite publique de l'autre, mais dans la restauration d'un quotidien digne. Le procès a été, à sa manière, un passage obligé. Je ne veux pas détailler chaque instant, car la procédure est longue et comporte ses complexités. Mais je peux dire ceci. La vérité, quand elle est soutenue par des preuves matérielles, une enquête sérieuse et des professionnels dédiés, finit par trouver son chemin. La justice a ses lenteurs et ses imperfections, mais elle est une arène où on peut espérer être entendu. Après les décisions judiciaires, quelques conséquences pratiques ont suivi. Des condamnations pour ceux qui ont été reconnus coupables selon les instances compétentes, la remise en ordre de certains comptes et la possibilité pour moi de vivre sans la crainte quotidienne de voir mes avoirs disparaître. Les polices d'assurance soupçonnées de fraude ont été réexaminées. Certaines ont été annulées, d'autres ont fait l'objet d'une réserve en attendant l'issue complète des recours. Je n'affirme pas que tout a été réglé du jour au lendemain. Il reste des procédures en cours, des appels possibles, des discussions juridiques complexes, mais la direction prise m'a permis de respirer. La reconstruction n'a pas été seulement administrative, elle a été intérieure. J'ai réappris à faire confiance petit à petit, à ouvrir mes portes à des amis choisis, à accepter l'aide quand elle était offerte. J'ai aussi réorienté une part de mes ressources vers des causes qui me tiennent à cœur. Des ateliers pour aider les personnes âgées à mieux comprendre les documents juridiques, des rencontres où l'on explique simplement ce qu'est un mandat de protection, un trust ou comment vérifier une police d'assurance. Je ne donne pas de conseils juridiques dans ces ateliers. Je propose des ressources, des contacts, et j'invite chacun à consulter un professionnel. Mais je crois que la transmission d'une culture de prudence est essentielle. Il y a eu des moments d'amertume légitime. Voir un enfant impliqué dans une entreprise qui porte préjudice est une blessure profonde. Mais il y a eu aussi des instants de pardon, de réparation. Juan, dans des conversations ultérieures, a entrepris un travail de réparation. Il a accepté de suivre des consultations pour gérer ses dettes et ses choix financiers. Il a cherché à comprendre les mécanismes qu'il avait laissés envahir sa vie. Il n'y a pas d'excuse pour ce qui a été fait, mais il y a une possibilité pour ceux qui veulent de changer. Je crois à la responsabilité accompagnée d'efforts sincères de réparation. Adriana, pour sa part, a payé un lourd prix pour ses actes. La loi a suivi son cours. Les juges ont considéré les éléments présentés. Je n'éprouve pas une joie mauvaise à rapporter cela. Je constate simplement les faits. La condamnation ou les peines sont la réponse de l'État, pas ma revanche personnelle. Mon rôle n'a jamais été de châtier. Il a été de protéger et de permettre à la vérité de se révéler. Avec le temps, la vie a repris des couleurs plus douces. Je me suis remise à jardiner, à passer du temps avec Valeria, à écrire de petites notes où je consigne des souvenirs et parfois des conseils. J'ai appris qu'à tout âge, la vigilance n'est pas une posture paranoïaque, mais une responsabilité envers soi-même et envers ce que l'on aime. Autonomie et prudence ne s'opposent pas, elles se complètent. Si je dois tirer une leçon, elle serait multiple et simple à la fois. Prévoir n'est pas se replier sur la peur. Prévoir, c'est choisir de vivre avec dignité. Des outils juridiques comme les trusts, la mise à jour d'un testament, la désignation de mandataires de confiance sont des moyens pratiques de réduire la vulnérabilité. Les dispositifs de sécurité et l'assistance d'enquêteurs ou d'avocats ne sont pas des armes de guerre, ce sont des filets, des garde-fous. Et surtout, il faut parler, partager, ne pas laisser la honte ou la peur isoler. Je ne veux pas que cette histoire serve à alimenter la méfiance systématique, elle doit plutôt inviter à la prudence éclairée. Les relations familiales sont précieuses et complexes, elles se tissent d'amour, de dépendance, parfois d'erreurs tragiques. Mais il serait naïf de penser que l'argent ou la vulnérabilité n'attirent pas les convoitises. Accepter cette réalité n'est pas pessimisme, c'est lucidité.
Avant de clore, je veux dire quelque chose d'important aux plus jeunes qui m'écoutent. Protégez vos aînés en parlant avec eux, en les aidant à comprendre leurs documents, en encourageant des démarches transparentes. Et aux personnes âgées, demandez de l'aide professionnelle, tenez vos papiers à jour, partagez vos décisions avec une personne de confiance qui respecte votre volonté. Tout ceci n'est pas une entrave à la liberté, mais une garantie de la liberté qu'on a construite toute sa vie. La justice, la loi, les protections légales, tout cela nous a aidés à transformer une tentative de vol de vie en un processus où la vérité a fini par émerger. J'ai eu la chance d'être dans une position où je pouvais mobiliser des ressources, un avocat compétent, une enquêtrice discrète, des voisins attentifs. Je sais que tout le monde n'a pas ces moyens. C'est pourquoi je m'emploie maintenant, petit à petit, à transmettre de l'information pratique et des contacts utiles. Mon but n'est pas de convertir tout le monde à la peur, mon but est d'offrir un bouclier à ceux qui veulent le prendre. Aujourd'hui, je vis avec la certitude que j'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma vie et ma dignité. Je ne me réjouis pas de la chute d'un autre, je suis soulagée que la vérité ait pu être mise à jour et que des mesures aient été prises pour éviter que d'autres ne souffrent de la même manière. Carmen et moi avons repris notre habitude de boire un thé l'après-midi, de parler de fleurs et de petits riens. Valéria vient souvent et nous rions de choses banales. Ces rires ne sont pas la négation du drame, ils en sont la réparation. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, merci. Elle n'a pas été racontée pour nourrir la haine, ni pour célébrer la disgrâce d'autrui. Elle a été partagée pour rappeler une vérité simple. À tout âge, la prévoyance est une forme de respect de soi. Si cette vidéo vous parle, si vous avez des proches âgés, faites un geste aujourd'hui. Demandez-leur si leurs documents sont à jour. Proposez-leur d'appeler ensemble un avocat pour une simple consultation. Cela peut sembler anodin, mais parfois, l'anodin est la meilleure des protections. Partagez cette histoire si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez. Dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous à ma place? J'aimerais lire vos réactions, vos questions et vos propres expériences. Et pour être transparent, je tiens à rappeler que certains éléments de ce récit sont romancés ou condensés pour préserver la confidentialité des personnes impliquées. C'est une histoire fictionnelle, basée sur des faits. Elle vise à informer et à alerter, pas à nommer ni à blesser. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. La dignité n'a pas d'âge et la prévoyance est un geste d'amour.